Lors d'une visite de famille pour mon enfant de 6 ans, ma belle-mère l'a laissé seule sur un parking pendant 5 heures pendant qu'elle emmenait les autres enfants faire une virée shopping. Elle lui a dit « Attends juste ici. Ne bouge pas », je n'ai pas crié. Je suis entré et j'ai fait sa pointe, toute la famille est restée sans voix. Lors de la visite de ma fille de 6 ans chez sa famille, ma belle-mère l'a laissée seule sur un parking pendant 5 heures, pendant qu'elle emmenait les autres enfants faire du shopping amusant. Elle lui a dit « Attends ici. Ne bouge pas », je n'ai pas crié. Je suis entré et j'ai fait ceci. Toute la famille est devenue silencieuse. Si vous avez déjà vécu un de ces moments où le monde bascule, et où tout devient un peu trop calme, c'est exactement ce qui s'est passé le jour où je suis entré sur le parking de mes beaux-parents et que j'ai vu ma fille assise sur le trottoir, toute seule. Mia avait 6 ans, elle était petite, le genre d'enfant qui prononçait encore mal, spaghetti, et qui avait besoin d'aide avec les fermetures éclairs. Elle était perchée sur le bord du béton comme une poupée abandonnée, les genoux ramenés contre sa poitrine, son sac à dos rose à côté d'elle. Pas d'ombre, pas d'eau, pas d'adulte, juste elle. Je me suis garé plus vite que ce qui est techniquement autorisé, et je suis sorti. Mia, j'ai appelé. Sa tête s'est relevée d'un coup. Elle a plissé les yeux à cause du soleil, puis a esquissé un sourire tremblant. Maman. Elle s'est levée trop vite et a trébuché. Quand je suis arrivé assez près, j'ai vu que ses joues étaient rouges, ses cheveux collaient à son front, et ses petites baskets étaient grises de poussière. Je me suis laissé tomber à genoux devant elle. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Grand-mère a dit d'attendre, a-t-elle dit. Juste ici. Depuis combien de temps? Elle a jeté un coup d'œil au ciel comme s'il pouvait lui donner la réponse. Je ne sais pas. Depuis que la grande aiguille était sur le 12 et la petite sur le 1. J'ai regardé mon téléphone. Il était 18 heures. 5 heures. Quelque chose de brûlant et de lait est monté dans ma poitrine. Tu es resté dehors tout ce temps, ai-je demandé, en essayant de garder une voix égale, échouant un peu. Elle a hoché la tête. Je voulais entrer, mais grand-mère a dit, attends ici. Ne bouge pas. Ta mère va venir. Nous allons faire les magasins. Mon cerveau a traité cela par morceaux. Nous, faire les magasins. D'autres enfants. J'ai regardé autour du parking vide. Aucune voiture à part la mienne. Est-ce qu'elle t'a enfermé dehors? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. J'ai essayé la porte, a dit Mia. C'était fermé à clé, alors j'ai juste attendu. Je ne voulais pas que tu me rates. Cette phrase m'a fait mal, physiquement. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle était chaude. Trop chaude. Pas au point de l'insolation, heureusement, mais nous n'étions pas loin de la limite où les urgences doivent intervenir. Tu avais de l'eau, ai-je demandé. Non, elle a secoué la tête. Mais je n'étais pas censé bouger. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Mon enfant prend les instructions au sérieux, surtout venant d'adultes qu'elle pense encore être fiables. J'ai pris une inspiration par le nez et je me suis levé. D'accord, ai-je dit. On rentre? J'ai tenu sa main et marché jusqu'à la porte d'entrée. C'était fermé, mais mes beaux-parents sont prévisibles, et la clé de secours était toujours sous le faux rocher le plus évident du monde. Je nous ai fait entrer. L'air conditionné nous a frappés comme une gifle. Mia a frissonné. J'ai serré sa main. Des voix venaient de la cuisine. Des rires, le son aigu et clair d'autres enfants, le cliquetis des sacs de course. Pendant une seconde, je me suis figé. Je n'avais pas vu leur voiture dans l'allée en arrivant, ce qui signifiait qu'ils avaient dû rentrer par l'entrée arrière. Ils étaient entrés directement dans la maison, passés devant la cuisine, passés devant le salon, sans même vérifier si Mia était toujours dehors là où ils l'avaient laissée. Ils savaient qu'elle était dehors. Ils n'ont simplement pas pris la peine de l'appeler pour qu'elle rentre. Cette réalisation m'a tordu l'estomac. J'ai suivi le bruit. Ils étaient là, ma belle-mère Diane, mon beau-père Ron, la sœur de mon mari Valérie, et ses 2 enfants, Mason et Chloé. Les comptoirs étaient couverts de sacs de course, de vêtements, de jouets, d'une nouvelle console de jeux vidéo. Mason agitait une épée en plastique. Chloé avait un bracelet à chaque poignet. Diane avait un verre de thé glacé. Elle avait l'air très à l'aise. Je suis entré dans l'encadrement de la porte avec Mia à moitié derrière moi. La première personne à nous remarquer fut Chloé. « Oh » a-t-elle dit. Elle est revenue. Diane s'est tournée. « Tiens,
Te voilà, a-t-elle dit. On se demandait quand tu arriverais. Vraiment, ai-je dit. J'ai gardé un ton neutre. C'est sorti un peu plus froid que neutre. Mia a serré ma main. On s'est tellement amusé, a dit Valérie, inconsciente. On a emmené les enfants au centre commercial, on les a laissés choisir un jouet, on a pris des glaces. Ils ont été super. C'est sympa, ai-je dit. Où était Mia pendant tout ce plaisir? Diane a cligné des yeux. Dehors. Sur le parking, ai-je dit. Oui, a-t-elle dit comme si c'était normal. Je lui ai dit que tu serais là d'une minute à l'autre. Pas la peine de la traîner dans les magasins alors qu'elle ne va faire que pleurnicher et s'accrocher. Elle ne pleurniche pas, ai-je dit. Elle a 6 ans. Elle se fatigue. Tu es trop tendre avec elle, a dit Diane en agitant la main. Elle a besoin de s'endurcir. Je l'ai fixée. Elle est restée dehors pendant 5 heures. Diane a pouffé. Ce n'était pas 5 heures. J'ai levé mon téléphone. Je l'ai déposé à 13 heures. Il est 18 heures. Ron a haussé les épaules. Ce n'est pas comme si elle était en danger. C'est un quartier sûr, toute seule, ai-je dit. Pas de toilette, pas d'eau. Elle aurait pu frapper, a dit Valérie. La porte était fermée à clé, a chuchoté Mia derrière moi. Ils l'ont tous regardée comme s'ils avaient oublié qu'elle avait une bouche. Je t'ai dit d'attendre juste là, a dit Diane en fronçant les sourcils. Si je dis reste, tu restes. Ce n'est pas ma faute si ta mère est en retard. Je ne suis pas en retard, ai-je dit. Tu m'as dit de venir vers 18 heures. Diane a balayé ça de la main. C'est la même chose. Non, non, ce n'était pas la même chose. Il existe une sorte de rage particulière qui vit sous la peau d'une mère. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas sauvage. C'est chirurgical, précis, froid. C'est ce qui s'est réveillé à ce moment-là. Je ramène Mia à la maison, ai-je dit. Prends son sac à dos. Elle n'a pas dîné. Diane a dit, tu réagis de manière excessive. La prise de Mia sur ma main s'est resserrée. Je pouvais sentir à quel point elle voulait disparaître. Nous mangerons à la maison, ai-je dit. Nous partons. Diane a posé son verre brusquement. Absolument pas. Nous faisons un dîner de famille. Nous avons prévu. Vous, ai-je dit doucement, avez laissé ma fille de 6 ans seule sur un parking pendant des heures. Elle va bien, a dit Ron. Regarde là. Rien n'est arrivé. Il y a des adultes qui ne laisseraient pas leur voiture sans surveillance aussi longtemps, ai-je dit. Vous avez laissé une enfant. Diane a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Valérie a ajouté, tu le es toujours. Je n'ai pas crié. J'ai appris que crier donne aux gens quelque chose à quoi se raccrocher. Regardez comme elle est émotive. Voyez, elle est irrationnelle. Ils arrêtent de parler de ce qu'ils ont fait, et commencent à parler de la façon dont vous avez réagi. Alors, je n'ai pas crié. J'ai lâché la main de Mia assez longtemps pour sortir mon téléphone. J'ai ouvert le chat de groupe familial, pris une photo des chaussures éraflées et des joues rouges de ma fille, et j'ai tapé « Je viens de récupérer Mia sur votre parking. Elle est dehors seule depuis. Nous ne ferons plus de visites sans surveillance. Envoyé. » Le téléphone de Diane a sonné sur le comptoir. Celui de Valérie et de Ron aussi. Ils ont regardé en bas, puis en haut. La pièce est devenue très calme. Ce n'est pas fini, a dit Diane. Pour une fois, ai-je dit, tu as raison. J'ai ramassé le sac à dos de Mia, pris sa main, et je suis sorti. Personne n'a essayé de nous arrêter. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas seulement en moi. Une fois que mon mari l'a appris, en lui aussi. Je ne savais pas encore tout. Mais je savais une chose. J'avais fini de faire semblant que c'était juste comme ça qu'est la famille. Sur le papier, mon mari Lucas venait d'une famille unie. C'est comme ça qu'il le formulait quand nous sortions ensemble. Unis. Le genre d'unité qui signifiait des dîners hebdomadaires, des textos de groupe constants, et une mère qui avait toujours une opinion prête avant même que quelqu'un ne la demande. Je pensais savoir ce que cela signifiait. Je ne le savais pas. Au moment où nous avons eu Mia, qui a maintenant 6 ans, je savais ce que « intense » signifiait en pratique. Cela signifiait que chaque conversation avec ses parents commençait par sa sœur,
Valérie, tournait autour de Valérie, et finissait par les enfants de Valérie, Mason et Chloé, qui apparemment ne pouvaient rien faire de mal dans cette maison. Ma fille était douce, gentille, sans problème, ce qui dans le vocabulaire de Diane se traduisait par « reste tranquille et ne demande rien ». Diane adorait être la grand-mère héroïque. Celle qui prenait les enfants pour que, vous deux puissiez faire une pause. Celle qui, vous a bien élevé et maintenant j'aide avec la prochaine génération. Ce à quoi cela ressemblait en réalité, c'est qu'elle gardait Mason et Chloé constamment, faisait leur sortie d'école, leur dépôt au sport, tout pour eux. Valérie la payait un petit montant parfois. La plupart du temps, elle ne le faisait pas. C'était la famille. Quand Mia est née, Diane a proposé d'aider avec elle aussi. Aider était un mot généreux pour ce que c'est devenu. Il y avait toujours une condition. Je l'ai gardé mardi, donc tu peux faire une course pour moi ce week-end, non? Je l'ai emmené au parc, donc ça ne te dérange pas d'envoyer un petit quelque chose en plus pour les courses? Je lui ai acheté un manteau, alors j'ai utilisé ta carte. J'espère que ça va. De petites fuites dans le barrage. Lucas avait grandi en s'entendant dire que c'était son travail d'aider. Il était le fiable, le fils responsable. Alors quand sa mère faisait des allusions à l'argent, il le virait. Quand son père mentionnait être en retard sur les factures, il prenait plus de garde et les payait. Quand Diane soupirait sur la difficulté d'entretenir la maison tout en s'occupant de Mason et Chloé à temps plein, il a discrètement mis en place un virement mensuel. Il m'a montré le premier. Juste pour l'instant, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 7 ans plus tard, ça continuait toujours. Chaque mois, une plus grande part de notre budget que je n'aime l'admettre partait sur le compte de ses parents. En plus de cela, il y avait les petites urgences. Ils en avaient toujours une. Nouveaux pneus, dentiste, facture d'électricité. Une dépense inattendue de Valérie qui atterrissait on ne sait comment dans les bras de Lucas. Il ne résistait jamais. Pas vraiment. Quand j'essayais d'en parler, il se tendait et disait, ils en ont besoin. Ils nous ont aidés. C'est juste de l'argent. J'ai arrêté d'en parler autant. Je ne voulais pas être la méchante dans une histoire où ses parents étaient toujours les martyrs. Mais le problème avec les schémas, c'est qu'ils ne restent pas seulement émotionnels. Tôt ou tard, ils deviennent dangereux. Avec Mia, ça a commencé petit. Il l'a gardée debout trop tard parce que les cousins voulaient jouer. Ils oubliaient de lui mettre de la crème solaire parce qu'elle a besoin de couleur. Il la laissait se tenir au bord d'une piscine pendant qu'ils discutaient, le dos tourné, jusqu'à ce qu'elle glisse sur le carrelage mouillé et tombe presque dedans. Chaque fois que je disais quelque chose, j'étais surprotectrice. Une mère poule anxieuse. Rien n'est arrivé. Diane disait, elle va bien. Rien n'est arrivé jusqu'au jour où ils se sont assurés que quelque chose pouvait arriver. Quand Diane a annoncé dans le chat familial qu'elle prenait tous les petits-enfants pour une journée amusante, je n'ai pas immédiatement paniqué. Elle avait déjà fait des sorties. C'était censé être simple. Je déposerai Mia à 13h, la récupérerai vers 18h. On sera juste à la maison, peut-être faire une course ou deux, avait dit Diane. Elle n'avait pas mentionné le plan d'abandon sur le trottoir de 5 heures. Si elle l'avait fait, j'aurais peut-être réorganisé mon emploi du temps. Mais c'est ça le truc, n'est-ce pas? Les gens comme Diane ne disent jamais, je prévois de faire quelque chose d'imprudent, pour ensuite vous blâmer si votre enfant survit. Ils le font juste, puis appellent ça un style parental. En rentrant chez nous après avoir récupéré Mia, en écoutant ma fille décrire comment elle regardait les ombres bouger sur le parking, comment le sol devenait brûlant sous ses chaussures, comment elle comptait les voitures pour passer le temps, j'ai senti quelque chose d'autre s'installer dans ma poitrine. J'avais été élevé pour croire qu'on ne fait pas exploser les familles à moins d'y être absolument obligé. Ils m'ont convaincu pendant des années que cela ne le justifiait pas. Mais en regardant le nez brûlé par le soleil de Mia, ses yeux épuisés, sa confiance en moi pour ne plus la laisser seule, j'ai réalisé quelque chose de très simple. Ils avaient franchi une ligne que je ne savais même pas avoir, jusqu'à ce qu'ils se tiennent de l'autre côté en faisant signe. Et cette fois, je n'allais pas être celle qui tendrait la main en retour. Ce que personne ne vous dit à propos des grandes explosions familiales, c'est que la vraie déflagration vient plus tard. La scène de l'allée, le chat de groupe, l'affrontement à la porte, c'était juste l'allumette. Le vrai feu, c'est ce qui s'est passé après notre retour à la maison, quand l'adrénaline est retombée. Mia ne voulait pas me lâcher ce soir-là.
Elle me suivait de pièce en pièce comme une petite ombre silencieuse. Si j'allais à la cuisine, elle restait dans l'encadrement de la porte. Si j'allais aux toilettes, elle attendait dehors. Si je m'asseyais sur le canapé, elle grimpait sur mes genoux, même si elle n'avait pas fait ça depuis des mois. « Ça va, ma puce ?» ai-je demandé au moment du coucher. Elle a hoché la tête, ce qui aurait été plus convaincant si elle n'avait pas agrippé ma manche comme si c'était un radeau de sauvetage. « Tu veux ta veilleuse ?» J'ai essayé. « Oui » a-t-elle chuchoté. Puis, après une pause, « Est-ce que tu peux rester ?» Je vais m'asseoir ici un moment, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil près de son lit. Elle s'est couchée sur le côté, les yeux ouverts. Maman. Ouais. Tu ne vas pas me laisser ici et aller faire les magasins, hein? Ça m'a frappé comme un coup de poing. Non, ai-je dit, je ne te laisserai jamais comme ça. Elle y a réfléchi. Même si grand-mère dit que je dois attendre. Même à ce moment-là. Elle a hoché la tête lentement. Je pensais que si je bougeais, tu ne me trouverais pas. J'ai dégluti difficilement. Tu as tout fait correctement, ai-je dit. Tu es resté là où on te l'a dit. Rien de tout ça n'est ta faute. Elle a cligné des yeux et j'ai regardé une larme glisser sur le côté dans ses cheveux. Je ne suis pas resté, un moment. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Et même alors, je suis resté assise là plus longtemps, écoutant sa respiration, me demandant combien de temps il faudrait avant qu'elle ne tressaille plus chaque fois qu'une voiture ralentissait devant la maison. J'ai trouvé Lucas dans le salon, assis sur le bord de la table basse, les coudes sur les genoux, fixant le vide. « Comment va-t-elle » a-t-il demandé. Elle n'arrête pas de demander si je reviens, ai-je dit. Dans la chambre, la maison, n'importe où. Elle me suivait du canapé à l'évier comme si j'étais un ballon dont elle avait peur qu'il s'envole. Il a fermé les yeux. J'ai dit à sa grand-mère qu'elle a dit « ne bouge pas ». Et elle a entendu « n'existe pas à moins que ta mère ne puisse te trouver », ai-je ajouté. Ce n'est pas ce que maman. Peut-être pas, ai-je dit. Mais c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas argumenté. Nous sommes restés assis en silence un moment. Tu sais, ai-je dit, si on laisse passer ça, on ne dit pas seulement à tes parents que c'était bien. On dit à Mia que ce n'était pas grave. Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Je sais. Elle est restée debout dans une allée pendant 5 heures parce qu'elle avait confiance que si elle bougeait, elle aurait des ennuis. J'ai dit, je ne suis pas prête à lui apprendre que les gens qui ont fait ça méritent une autre chance. Il m'a regardé. Le Lucas que j'avais épousé était là, mais il y avait quelque chose d'autre maintenant, aussi. Quelque chose de plus lourd, de plus tranchant. Je coupe les ponts, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Je voulais ça depuis longtemps, mais c'était à lui de tracer cette ligne. Il s'est levé, est allé à son bureau, et a ouvert son ordinateur portable. J'ai regardé alors qu'il se connectait au compte bancaire qu'il avait grandi en considérant comme une obligation morale. 600 par mois, a-t-il dit presque pour lui-même. C'est ce que je leur envoyais pour les factures. Il a cliqué. Encore 200 sur le compte supplémentaire où maman pioche, a-t-il ajouté. Pour les courses avec les petits-enfants. Encore des clics. Et puis il y a le fonds d'urgence, a-t-il dit. Celui qui est mystérieusement toujours vide. Il a ouvert un autre onglet. Les chiffres sont apparus. Des virements à ses parents toutes les quelques semaines. $250, $300, $400. Les montants variaient, mais le schéma était le même. Ça fait combien, ai-je demandé. Il a fait un calcul mental rapide. Environ 8 cents à $1000 par mois en moyenne. Et c'est juste ce dont tu es au courant, ai-je dit. Il a cliqué à nouveau. Plus maintenant, a-t-il dit. Un par un, il a annulé le virement récurrent de $600, supprimé les $200 supplémentaires, fermé le robinet du fonds d'urgence. Il leur a retiré l'accès à la carte qu'ils avaient empruntée et jamais rendue. Les messages de confirmation apparaissaient poliment, comme s'ils se désabonnaient d'une newsletter. C'est fait, a-t-il dit en se penchant en arrière. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. Il a hoché la tête. On aurait pu partir en vacances chaque année. Au lieu de ça, ai-je dit, nous leur avons acheté le privilège de mettre notre enfant en danger. Sa bouche s'est tordue. Plus maintenant. Et le contact ? Ai-je demandé. Il a pris son téléphone. Je ne vais pas faire un discours, a-t-il dit. Il n'écoute pas les discours.
Il a ouvert le fil de discussion familiale et a tapé. Vous avez laissé Mia seule dehors pendant des heures. Il n'y aura plus de visite. Ne nous contactez plus. Il a appuyé sur envoyer. Il a posé le téléphone face contre terre sur la table. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout, a-t-il dit. Il a fallu 6 minutes à ses parents pour remarquer. Le téléphone a vibré avec des messages entrants. C'est quoi ça? Appelle-moi maintenant. Tu exagères. On n'a rien fait de mal. Réponds au téléphone. Il ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés assis dans un silence étrange et fragile pendant que Mia dormait dans l'autre pièce. Puis un nouveau texto est apparu de sa mère. Si vous voulez qu'on reste en dehors de vos vies, continuez à envoyer l'argent. Si vous coupez ça et commencez à raconter votre petite histoire de parking, on dira à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. C'est votre parole contre la nôtre. Vous ne pouvez rien prouver. Je l'ai fixé. C'était là. Même pas subtil. Waouh, ai-je dit. Ils ne font même plus semblant que ce n'est pas une question d'argent. Lucas a lu le message 2 fois, la mâchoire serrée. Il pense qu'on a peur de rendre ça officiel, a-t-il dit. Est-ce qu'on a peur, ai-je demandé. Il m'a regardé. Non, a-t-il dit. On n'a pas peur. Le lendemain matin, pendant que Mia était assise recroquevillée sur le canapé à regarder des dessins animés sans vraiment les regarder, Lucas m'a regardé et a dit, on va le signaler. Nous n'avons pas eu besoin d'en discuter. Nous avons juste pris la voiture. Le poste de police sentait le vieux café. Une femme à l'accueil a levé les yeux quand nous sommes entrés. J'ai besoin de déposer un signalement pour mise en danger d'enfant, ai-je dit. Son expression s'est aiguisée. Que s'est-il passé? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo. Le trottoir, l'allée vide, la chaleur sur le visage de Mia. Elle est restée dehors pendant 5 heures, ai-je dit, complètement seule. Mes beaux-parents ont emmené les autres enfants faire du shopping et l'ont laissée sans aucun moyen d'entrer. La mâchoire de la femme s'est serrée. Par ici. Dans une petite salle d'interrogatoire, Mia s'accrochait à moi, alors elle s'est assise sur mes genoux. Il n'y avait aucune chance qu'elle reste seule à la maison après ce qui s'est passé hier. L'officier a posé seulement les questions qui importaient. A-t-elle été surveillée à un moment donné? Non. Est-ce que quelqu'un a pris de ses nouvelles? Non. Où étaient les responsables? Au centre commercial. Avait-elle un moyen d'entrée? Non, les portes étaient fermées à clé. L'officier a regardé la photo, puis Mia, puis nous. C'est grave, a-t-elle dit. Elle a pris le rapport rapidement. Chronologie, photo, déclaration, et a fait glisser un numéro de dossier sur la table. Avant que nous partions, elle s'est accroupie près de Mia. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été très courageuse. Mia s'est penchée contre moi sans parler. Nous sommes sortis en tenant le numéro de dossier, froid, officiel, indéniable. Ça ne réparait pas ce qui s'était passé, mais ça assurait que personne ne pourrait prétendre que ce n'était pas réel. À la maison, j'ai ouvert le chat de la famille élargie, le même où Diane m'avait traité de dramatique 2 jours plus tôt. J'ai tapé, pour ceux qui ne savent pas encore ce qui s'est passé, Mia a été laissée seule dehors d'environ 13h à 18h chez mes beaux-parents. La porte était fermée à clé. Pas d'eau, pas de surveillance. Nous avons déposé un rapport auprès de la police locale, donc il y a une trace de ce qui s'est passé. Nous n'en discuterons pas davantage. J'ai joint la photo du trottoir à nouveau et appuyé sur envoyer. Lucas a regardé par-dessus mon épaule, puis a ajouté son propre message sous le mien. Pour toute question, demandez-moi directement. Ne passez pas par ma mère. Ensuite, nous avons posé nos téléphones. Ça a pris environ 30 secondes. Cousin, waouh, je n'avais pas réalisé que c'était 5 heures. Tante, ce n'est pas de l'éducation à l'ancienne. C'est dangereux. Un autre cousin, je pensais qu'on exagérait. Je ne le pense plus. Diane est intervenue. Comment osez-vous envoyer ça à tout le monde? Vous essayez de nous détruire. Vous êtes allé voir la police pour une histoire de famille. Ron a suivi, vous nous faites passer pour des monstres. Quelqu'un d'autre a répondu avant que nous puissions le faire. Personne ne vous a obligé à faire ça. Vous l'avez fait vous-même. Je n'ai pas reconnu le nom. Un cousin éloigné qui était resté silencieux jusqu'à présent.
Diane a essayé à nouveau. C'est un mensonge. Elle n'est restée dehors qu'un petit moment. Lucas a répondu. Maman, arrête. On sait tous les deux que ce n'est pas vrai. Elle s'est tue après ça dans le chat. Elle ne s'est pas tue dans la vraie vie. La sonnette a retenti ce soir-là juste au moment où nous débarrassions la table du dîner. Lucas et moi nous sommes regardés. Nous n'avions pas besoin de le dire. Il a ouvert la porte juste assez pour bloquer l'entrée. Ils étaient là à nouveau. Diane et Ron. Pas de Valérie cette fois. Juste le duo désastreux d'origine. Vous avez appelé la police pour nous, a dit Diane. Non. Bonjour. Oui, a dit Lucas. Ron a lancé un regard noir. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Oui, a répété Lucas. Vous essayez de gâcher nos vies, a sifflé Diane. On pourrait tout perdre. Vous avez failli perdre ma fille, a-t-il dit. J'imagine que maintenant nous sommes quittes. Espèce de petit ingrat, a-t-elle commencé. Je me suis avancé à côté de lui. Vous nous avez demandé de continuer à vous payer pour rester loin, ai-je dit. Vous vous souvenez de cette partie? Continuez à envoyer l'argent si vous ne voulez aucun contact. Vous avez essayé de nous vendre votre silence. Le visage de Diane est devenu marbré. Ce n'était pas, tu l'as littéralement écrit, ai-je dit. J'ai le texto. Ron a pointé un doigt vers Lucas. Nous avons tout fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aidé. Nous avons gardé ton enfant. Vous l'avez laissé seul sur du béton pendant 5 heures, a claqué Lucas. Vous n'avez rien gardé du tout. Il a pris une inspiration, s'est stabilisé. Vous ne l'approcherez plus jamais, a-t-il dit. Il n'y aura plus de visites, plus d'appels, plus d'argent. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Diane. On dira à tout le monde que vous avez inventé ça. Vous les montez contre nous. Vous faites un excellent travail pour ça tout seul, ai-je dit. Elle a tourné son regard furieux vers moi. Toi. Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné. J'ai croisé son regard. Je ne l'ai pas empoisonné, ai-je dit. J'ai juste arrêté de diluer la vérité. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Vous allez regretter de nous avoir signalé, a dit Ron. Cela nous suivra partout. Bien, ai-je dit. Peut-être qu'alors vous prendrez ça au sérieux. On devrait appeler notre avocat, a marmonné Diane. On obtiendra des droits de grands-parents. Un juge vous obligera. Si vous essayez ça, a dit Lucas calmement, chaque mot de ce que vous avez fait sera enregistré avec des dates, des heures, des photos et des rapports de police. Ils l'ont fixé comme s'il s'était fait pousser une colonne vertébrale devant eux, et qu'ils n'avaient pas reçu le mémo. Vous pensez que personne ne nous croira, a-t-il demandé. Essayez un peu. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Ron a tiré le bras de Diane. On n'arrive à rien, a-t-il marmonné. Elle a retiré son bras brusquement, mais la combativité avait disparu de ses yeux. Pour la première fois, elle avait l'air moins outrée et plus effrayée. Pas pour Mia, pour elle-même. Tu l'as choisie elle plutôt que nous, a-t-elle dit une fois de plus. Comme si la répétition pouvait rendre ça moins vrai. Lucas n'a pas hésité. Je choisis ma fille, a-t-il dit. Et moi-même. Il a fermé la porte. Nous avons attendu. Pas de coups, pas de cris, juste le son étouffé de leur voix s'éloignant dans l'allée et des portières de voitures qui claquent. Je n'avais pas réalisé à quel point ils avaient été bruyants dans ma tête jusqu'à ce qu'ils soient partis. Plus tard cette nuit-là, alors que je bordais Mia, elle a demandé presque nonchalamment, « Est-ce que grand-mère va revenir ?» Non, ai-je dit. Elle n'a plus le droit de s'occuper de toi. Mia a réfléchi à ça. Parce qu'elle m'a laissé. Oui, ai-je dit. Parce qu'elle t'a laissé. Elle a hoché la tête, petite mais sûre. Bien, a-t-elle dit. Je n'aimais pas attendre. J'ai repoussé ses cheveux de son visage. Tu n'auras plus jamais à le faire, ai-je dit. Elle m'a cru. J'ai décidé de m'assurer de mériter ça. Alors voilà où nous en sommes arrivés. Ils ont perdu leur argent, leur accès, leur version de l'histoire. Nous avons perdu l'illusion que la famille signifiait ce qu'ils disaient. Mia demande encore parfois si je vais revenir quand je cours au magasin. Je lui dis toujours oui, et ensuite je le fais à chaque fois. C'est comme ça qu'on répare ce que les autres cassent, pas avec des discours,
mais avec des actes. Lucas est plus léger maintenant. Il rit plus. Il ne tressaille pas quand son téléphone vibre parce que ses numéros sont bloqués. Quant à Diane et Ron, ils disent à qui veut l'entendre que nous sommes allés trop loin. Peut-être que oui. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite.